Allez, on se retrouve ensemble pour cette vidéo hebdomadaire. On va parler bien entendu de la Fed. On peut même faire un petit topo sur l'armement. Mais au-delà de cela, voilà, sur l'économie, comment on se projette, Trump ou pas Trump, si vous voulez. Il y a deux plaques tournantes. On en a parlé déjà ces dernières semaines. On va continuer d'imbriquer les choses ensemble. Donc la Fed, évidemment, hier, Powell, on a acheté, on a payé hier. Je pense qu'il faut faire attention parce que on peut très bien se dire qu'on risque de pas continuer de payer parce que ce que nous dit Powell, c'est qu'il ne va pas bouger. Et il n'est pas prêt de bouger, il attend une dégradation du chômage supplémentaire. Donc on voit très bien les premières craquelures, si vous voulez. À un moment donné, le marché, il peut très bien se dire que la Fed va être en retard. Et donc il peut commencer à baliser, si vous voulez, que l'économie va ralentir, que la Fed est en retard, et que quand la Fed même va décider de baisser ses taux cette année, ça ne sera pas suffisant. Donc c'est toujours la même chose, si vous voulez. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que Powell est notre ami. En 2026, je pense qu'on va le regretter, mais clairement, ce que l'on a, c'est un Powell qui nous explique que les tarifs douaniers de Trump vont créer de l'inflation et qu'on a donc de la croissance qui va s'étioler, donc stagflation. Alors qu'en Europe, on fait du stimulus, etc., donc on va créer de l'inflation, mais in fine, on va quand même peut-être réussir à créer plus de croissance que d'inflation. En Chine, pareil, on essaye de faire du stimulus et compagnie. Je pense que Trump sortira de sa manche d'ici quelques mois le fait que les tarifs, il n'ira pas si au bout que ça, le fait qu'il va baisser les impôts et qu'il fera lui-même du stimulus. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière, je pars du principe que les différents gouvernements qui seront élus dans les pays vont de plus en plus essayer d'aller chercher de la croissance. Et pour cela, ils vont s'endetter et la payer, la croissance. Donc, on rentrerait dans un monde plus tard, d'inflation si vous voulez, mais où on dirait au peuple qu'il faut accepter l'inflation parce que, en parallèle de ça, vous voyez bien que vous avez une création de croissance. Évidemment, ça fonctionnera tant que la croissance est supérieure à l'inflation. Ça ne fonctionnera pas dans le sens inverse. Mais ça, c'est pour la vision un petit peu plus moyen-long terme. À court terme, ce qu'on nous dit, c'est stagflation sur les US. Or, comme je vous ai expliqué sur les dernières vidéos, euh, les entreprises n'ont pas les moyens de passer la hausse des tarifs douaniers au client final. Le client final, il est sec. En plus, le client final, il tenait que sur, on va dire, les riches consommateurs, et eux, ils viennent de se prendre 10% dans la banane. Et 10% dans la banane sur votre portefeuille boursier, ça représente jusqu'à 12% du PIB annuel. Donc c'est pas rien, si vous voulez, quand on regarde les montants, quand on regarde le niveau de surpondération des indices américains dans le monde, les niveaux de valorisation également, les capitalisations, je veux dire, quand vous enlevez 10% sur un marché comme ça en l'espace de un mois, ça a quand même été très rapide. C'est quoi, c'est facilement, vous avez 3000 milliards qui sont partis en fumée, même peut-être 5, 6 si on commence à prendre les petites capes et compagnie. Donc, on voit bien, si vous voulez, que on est typiquement dans ce côté où je vous ai expliqué qu'à un moment donné, le riche consommateur, si on commence à lui attaquer son immobilier, qu'on commence surtout à lui attaquer son portefeuille boursier, eh ben lui aussi va se serrer la ceinture sur sa consommation. Lui aussi, en plus, euh, Trump est clivant, si vous voulez, et crée finalement une problématique au sein même de son pays. On le voit par les incendies de voitures Tesla et compagnie. Donc on est quand même dans quelque chose qui fait du mal à l'intérieur même du pays, à la consommation et qui accélère les choses. Et donc le fait que la Fed nous dise je vais attendre, pour moi aussi, c'est un signal qu'on ira de toute manière. Je ne pense pas qu'il y aura de l'inflation, comme je vous dis, je pense qu'on va continuer vers la désinflation. Je pense que l'inflation, ça sera après coup, quand Trump aussi se mettra à faire du stimulus pour revenir en sauveur. Donc toute la question est de savoir jusqu'où il peut pousser les tarifs douaniers, jusqu'où il peut pousser cette histoire d'Ukraine, jusqu'où il peut pousser en fait toutes ces histoires avec ses propres idées, ses propres narratifs. Mais on se retrouve surtout avec un marché donc qui voit arriver le risque, alors de gros ralentissement économique, récession c'est également un petit peu anticipé. Et on le voit, hein, on a sévèrement revu à la correction. Donc également ça pose des questions, non seulement des valorisations des sociétés, mais également de leur niveau de marge et de leur niveau de profit et de leur capacité de soutenir ça. Donc on a fait tourner les portefeuilles. On voit également qu'on est sur des dégradations au niveau des sentiments des consommateurs.
On est sur des dégradations au niveau du retail, de ce que l'on dépense également. Donc c'est pour ça que si vous voulez, le scénario de se dire les tarifs douaniers vont faire de l'inflation, j'y crois pas trop, parce qu'avec le Covid, toutes les hausses de tarifs que les entreprises pouvaient passer, elles les ont passées. Maintenant, il n'y a plus vraiment de pricing power. Alors oui, vous avez toujours quelques sociétés qui ont un vrai pricing power, mais c'est souvent avec des liens étatiques. Et comme on voit que le gouvernement américain veut justement réduire énormément ses dépenses, eh bien on se retrouve là aussi un petit peu coincé. Et de la même manière, si vous voulez, que l'on vire énormément de personnes, euh, avant que ça ait tout le nettoyage qu'est en train de faire Musk, si vous voulez, avant que ça ait véritablement et que l'on voit un impact sur une réduction des déficits, sur une réduction des payes, etc., en fait, ça va avoir surtout un impact négatif, de la même manière que les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers, si vous voulez, ça va faire plus de mal à la balance commerciale à court terme que de bien, puisque énormément d'entreprises vont vouloir les anticiper, vont vouloir faire du stock. Quand on fait ça, si vous voulez, au fur et à mesure, eh ben, quand on va s'isoler, quand on va dire à l'Europe, il faut vous armer, et que l'Europe va dire, ben, moi je vais m'armer en achetant européen. Alors bien entendu qu'à court terme, ils ne peuvent pas vraiment le faire, puisqu'on n'a pas les capacités. Donc ils vont continuer de faire une espèce de transition, et ils vont faire, on va acheter européen tant qu'on peut, euh, et en attendant d'augmenter les chaînes d'assemblage, etc. Mais on va donc être obligé d'acheter aussi un petit peu américain. C'est pour ça que quand on regarde l'armement européen, on peut tenter de se dire que c'est peut-être un petit peu l'armement américain qui pour l'instant n'a pas trop boosté, qui peut aussi être regardé parce que les stimulus européens, il y en a une partie quand même qui iront chercher américains parce que si le but c'est vraiment de se réarmer le plus rapidement possible, on ne peut pas le faire que en Europe, ok? Et ça viendra dans les années à venir, mais il y a un ramp-up qu'il faut pouvoir respecter. Donc ça, voilà, on est sur ces points-là. Donc pour moi, le côté inflation, tarifs, etc., vous allez le voir que la politique de Trump sur les mois à venir, c'est plus de déficit. C'est et donc l'inflation, pour moi, on est sur quelque chose où on est sticky un petit peu sur les services, mais c'est normal. Et on a les biens qui sont en train de remonter parce qu'on a ce côté relance un petit peu cyclique. Mais Trump est un petit peu en train de taper, de la mettre sous couveuse. Donc c'est qu'une question de ce que va décider Trump, si vous voulez, dans l'idée de se dire, je continue à pousser ce que je pousse actuellement pendant combien de temps? Et à un moment donné, il faut que je fasse volte-face pour que je fasse des baisses d'impôts et pour que je me mette en place en tant que sauveur. Pour me préparer, si vous voulez, à pouvoir avoir des bonnes stats, etc. et pouvoir faire mes midterms tranquilles. Donc ça pousse certainement vers septembre, je pense, septembre 2025. Donc on en est là. Et on devrait également annoncer vis-à-vis des banques centrales les arrêts des QT, les reprises des QE, parce qu'il va falloir compenser, si vous voulez, notamment au niveau de la Fed, et les baisses de dépenses au niveau du gouvernement. Voilà, ça se fait pas. C'est comme la rapatriation, si vous voulez, des industries aux États-Unis, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prendra des années. Donc le fait il faille construire également des infrastructures, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut des années. Donc la politique de Trump, si vous voulez, c'est pas demain qu'on verra réellement les impacts, mais ça n'empêche le marché de s'inquiéter. Évidemment, on est allé donc chercher en Europe. On en avait pu parler déjà depuis bien longtemps, et ce que l'on voit donc, c'est les flux en Europe qui sont en train de bien rentrer. Comme c'était un marché qui était atrophié, puisque vous comprenez bien, il fallait arrêter d'investir en Europe, il fallait faire que des US. Il faut pas beaucoup de flux, si vous voulez, pour faire des gros rattrapages. Par contre, regardez bien, sur cette rotation-là, pour celles de ceux qui suivent depuis longtemps, on en avait déjà parlé, 2021, fin 2021, parce que c'était le but. À ce moment-là, on allait jouer le pétrole. Ok, là, on allait jouer les métaux, mais à l'époque, on est allé chercher. Et ça avait duré 6 mois. Ça avait duré 6 mois pendant lesquels, si vous voulez, vous aviez le pétrole correction des technologiques et le pétrole qui vous avait permis de faire une très bonne performance. Puis, tout ça avait été rattrapé par la peur de la récession, la peur de la hausse des taux et compagnie, et tout était tombé sur les 6 derniers mois de 2022. Et par contre, sur la fin 2022, on avait commencé à nouveau une rotation vers les technologiques, puisque on jouait à ce moment-là et on anticipait les stimulus et le retour de la baisse des taux de la Fed. Donc, voilà, c'est
important de bien comprendre ces rotations et de bien comprendre que des rotations, européennes comme ça et puis plus côté, value, on en a eu pas mal. Sur un cycle, on va dire, de 10 ans où on est à fond croissance et US, vous avez ce type de rotation qui, voilà, qui dure quelques mois. Toute la question, c'est de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose, pareil, d'éphémère ou est-ce qu'on est, sur quelque chose, sur une lame de fond?» Et moi, quand j'ai commencé en bourse, justement, je m'en souviens bien, parce que moi, j'avais commencé quand, on était sur une rotation européenne et une surperformance européenne value qui avait duré 3 ans, 4 ans, jusqu'à la crise des subprimes. Et à partir de là, ça avait été le début, je dirais, de la séparation entre Europe et US et le début également d'un dollar beaucoup plus fort et donc petit à petit, qui avait poussé les gérants à investir de plus en plus aux US. A poussé également les gérants à investir de plus en plus sur de la tech et compagnie et au fur et à mesure où ça surperforme, quand vous êtes gérant, si vous vous faites virer si vous voulez, ou, vous allez perdre énormément de clients. Donc vous êtes obligé de faire un petit peu comme tout le monde. Et ça, c'est un processus autoréalisateur qui se renforce de lui-même. J'ai déjà expliqué ça, mais pour moi, c'est des phénomènes qui sont très importants. Parce que c'est ce qui explique aussi pourquoi le marché est dans cette capacité à un moment donné de surpondérer et d'être coincé dans le même truc. C'est souvent ce que j'ai dit, que la salle de concert est agrandie, mais les portes de sortie de secours ne le sont pas. Ce qui fait que vous avez à un moment donné ces prorata qui sont très très forts et qui permettent de revaloriser, si vous voulez, en faisant des rotations. Et quand vous avez ne serait-ce qu'un pouillemesque de flux qui revient à la maison parce que le dollar est moins intéressant, c'est l'histoire du carry trade, que ce soit le Japon, que ce soit les émergents, et ben pour les US, si vous voulez, ça change pas le schmilblick, ça a changé le schmilblick parce que tout le monde était dans les mêmes actions, était trusté dans les mêmes actions, donc vous avez cette volatilité-là. Mais en fait, vous n'avez pas énormément de flux non plus qui quitte et qui va chercher de l'Europe. Et là, par contre, comme ça a été atrophié pendant des années, vous n'avez pas de contrepartie vendeuse. Et donc, vous avez les trucs qui peuvent booster très rapidement. On voit que très rapidement aussi, nos valeurs technologiques, avec une baisse de 10%, reviennent à des niveaux de valorisation qui sont attractifs. Parce que qu'est-ce que cherche le marché? Il va continuer de chercher quelque chose qui a de la visibilité, surtout avec du Trump, où on ne sait pas, il peut retourner sa veste à tout moment. On va continuer de chercher de la visibilité. Donc on a les stimulus, on va chercher les stimulus, mais à un moment donné, vous allez voir que on va forcément avoir donc, les rotations qui vont se faire de semaine en semaine. Donc il faut prendre le recul nécessaire. Et ça, évidemment, c'est l'euro-dollar qui va nous expliquer beaucoup de choses. Quand on regarde au niveau, du côté de cherté, des valos, des marchés, je vous ai toujours expliqué que quand vous regardez le PER, en fait, vous ne regardez pas réellement le niveau de cherté. Vous regardez le concours de beauté. Donc quand vous avez un marché, peu importe qu'il soit que ce qu'on parce que moi, quand j'ai commencé la bourse, on acceptait de payer des valeurs value 30 fois les profits. Ça ne gênait personne. Aujourd'hui, on les paye 5 fois. Mais ça ne gêne personne de payer les valeurs technologiques 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois les profits. Donc c'est qu'une question de code de popularité. Ok, de qui est en train de gagner le concours de beauté. Le PER vous explique juste qui est en train de gagner le concours de beauté. Donc, où est-ce qu'est la hype? Et donc, ce qui est cher peut devenir encore plus cher. Ce qui est pas cher peut devenir encore moins cher. C'est tout ce que vous devez retenir. Et regardez bien l'or, tout le monde est en train de vous parler de l'or. Il faut savoir que quelqu'un qui a acheté de l'or dans les années 80 pour se protéger de l'inflation, il y avait un vrai sens. C'est-à-dire dans les années 80, on achetait de l'or pour se protéger contre l'inflation. Aujourd'hui, on achète de l'or pour se protéger contre, apparemment, la fin du monde, euh, la fin du système monétaire, l'implosion des dettes. Sauf que la personne qui a acheté de l'or en 1980 est encore perdant aujourd'hui avec un lingot d'or qui est à 3000, une once, un lingot, une once d'or qui est à 3000 $. Ok, parce qu'il faut prendre en compte l'inflation. L'inflation est votre plus grand ennemi. Et donc avoir des placements sur de très 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 long terme, si vous voulez, ne suffit pas. Il faut bien comprendre qu'il y a des classes d'actifs qui vont vous donner de la performance comme ça, comme actuellement peut vous donner de l'or, notamment depuis 2018, on en avait parlé. Et à un moment donné ou un autre, si vous voulez, c'est toujours référencer la performance que vous donne un actif par rapport à l'inflation, quand on est placé sur le très long terme. Parce que avant tout, on doit essayer, coûte que coûte, de battre l'inflation. Ce que je trouve intéressant également, c'est que n'oubliez pas, Trump ou pas Trump, si vous voulez, un mix énergétique d'un pays, c'est un mix énergétique, c'est un mix. Donc on a beau se dire, on va faire plus de pétrole, plus de gaz naturel, très bien, le reste va continuer de croître.
Et donc, n'oublions pas les renouvelables, notamment aux États-Unis. Je pense que on est potentiellement sur du bas de cycle. On n'oublie pas également que dans le reste du monde, là où on va retrouver la plus grosse hausse, plus grosse croissance des classes moyennes, c'est en Afrique et c'est en Asie du Sud notamment. Donc c'est là aussi où il y a de la croissance. On n'oublie pas les biais de confirmation. Beaucoup de personnes vous diront il faut investir en bourse pour vous protéger de l'inflation, très bien, parce qu'en plus vous allez être sur une moyenne de 9% par an. La problématique de ces 9% par an, c'est que tout le monde est grisé ces dernières années parce qu'on n'y est pas. Regardez, les 9% par an depuis 2010, à aucun moment vous les avez eus. Regardez ces dernières années. 2024, plus 25% sur le S&P 500. 2023, plus 26%. 2022, moins 18. 2021, plus 28. 2020, plus 18. 2019, plus 31. 2018, moins 4. 2017, plus 21, plus 11. Depuis 2016, c'est pas plus 9% si vous voulez. Vous êtes à une moyenne qui est bien supérieure. Tout le monde prend l'habitude, si vous voulez, que le marché peut évoluer plus 20% en annuel. N'oubliez pas également que quand vous avez ce type de choses-là, on arrive en avril, mai, à devoir payer les profits, les taxes sur les profits de l'année d'avant, notamment aux États-Unis. Et donc, ça peut pousser également quelques ventes supplémentaires pour pouvoir payer ces taxes. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment prévoyants. Euh, on n'oublie pas également que les surpondérations dans les indices, c'est normal. Ok. Juste une chose que vous devez comprendre, c'est que le S&P 500 d'aujourd'hui n'est pas le S&P 500 d'hier. Donc, toutes les stats qu'on vous montre, les relations, les causes à effet, hein, c'est toujours quand sort un film de Nicolas Cage, il y a beaucoup plus de noyades cette année-là. Vous savez, tous les trucs un petit peu surréalistes où on essaye de vous faire dire qu'avec un indicateur, on est capable de tirer la pelote et de voir l'avenir. Ce qui est important de comprendre, c'est comment les indices sont façonnés. Et que donc, quand on vous explique que le S&P 500 a fait ça en 1985, et que donc, regardez, on est en train de faire exactement la même chose, le S&P 500 est une moyenne pondérée. Le S&P 500 dans les années 80 était pondéré sur du IBM. Alors, vous avez les 10 premières actions du S&P 500 qui représentaient 20%. Aujourd'hui, c'est 35%. Sauf qu'à l'époque, regardez, vous aviez essentiellement quoi? De la value. Vous aviez essentiellement du manufacturing, ok, et du pétrole. Donc de l'énergie et du manuf. Aujourd'hui, vous avez essentiellement quoi? De la tech. Un petit peu de santé, un petit peu de bancaire. Mais donc c'est l'idée de se dire, il faut se détacher un petit peu de penser que ce qui s'est passé dans le passé se passera de la même manière, juste parce que le S&P 500 est au même niveau. Vous êtes en train de regarder une moyenne pondérée sur des classes d'actifs qui sont des actions, mais des secteurs d'activité qui sont plus du tout les mêmes. Des niveaux de récurrence qui sont plus du tout les mêmes. Donc, c'est important de bien regarder. Surtout, quand vous regardiez en 2015, vous aviez à peu près les mêmes choses, c'était le début. Donc, on a fait 10 ans à peu près où on a fait que grimper la bulle des US et grimper la bulle de la tech. Vous voyez, donc on est passé, Apple est quasiment doublé dans les indices, alors que tout le reste est monté aussi. C'est juste pour dire le niveau de surperformance d'Apple, par exemple. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est à un moment donné, on est dans cette dichotomie-là où, à l'époque, vous aviez une visibilité sur les revenus, une récurrence des revenus et des CAPEX light. Aujourd'hui, ces mêmes actions ont toujours une visibilité des revenus avec une concurrence acharnée, etc., des ruptures éventuelles, mais les CAPEX, ils sont plus du tout light à cause de l'IA. Donc, à un moment donné, ça change. Économiste qui a sorti un petit papier sur les rentiers et sur notamment tout le pognon qui est en train d'être déversé en héritage. C'est un dossier également qui me passionne et où j'ai écrit à plusieurs reprises ces dernières années. Donc le fait que ça commence à sortir, c'est intéressant parce que la question, c'est toujours, la question qui m'obstine, moi, c'est toujours où va le pognon? Donc on sait bien, si vous voulez, qu'on a tout un tas de boomers qui vont passer leur argent à la génération X. Mais cette génération X, elle n'en a pas besoin, parce qu'elle aussi, elle a profité de conditions économiques exceptionnelles, et donc elle en a très peu besoin. Donc il y a fort à parier que ça va ruisseler donc, sur les générations de millénials, voire la génération d'en dessous, qui vont se retrouver donc avec de l'immobilier. Est-ce qu'ils vont vendre leur immobilier en périphérie pour habiter chez papa-maman qui sont plus proches du centre-ville, ou le contraire,
on vend ce qu'avait papa-maman et nous, on garde ce qu'on a en périphérie? Ou est-ce qu'on vend tout et on achète autre chose? Voilà, c'est des questions et donc qui peuvent modifier un petit peu pas mal de choses. Parce qu'en immobilier, je pars du principe, si vous voulez, que l'immobilier même, il y a toujours un marché dans le marché, de même manière que le marché action, si vous voulez. Et on parle toujours localisation, localisation, localisation. Sauf que ce qu'on semble oublier, c'est que les localisations à la mode évoluent avec le temps aussi. Et que ce qui était une localisation sûre et certaine au centre-ville de Madrid il y a 30 ans, avec dans la rue super hype et compagnie, ben, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc les quartiers, les villes évoluent et également ce qu'on considère comme qualité ou pas. Sur les actions, c'est exactement la même chose. Ce qu'on considère comme des actions de qualité aujourd'hui et que tout le monde vous fourre en disant bah, dès que ça baisse, c'est une opportunité parce que c'est une action de qualité, ça aussi, ça change. Il faut arrêter avec les biais de confirmation si vous voulez. Les roues tournent. Alors, le cycle précédent a été super long, ce qui fait qu'on a l'impression que ça change jamais. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus, mais ça finit toujours par tourner. Donc, au niveau de nos rentiers, ça sera super intéressant parce que moi, je pars du principe, si vous voulez, que comme on sait bien qu'on n'aura pas de retraite, même si ça a l'air d'être un sujet tellement important, si vous voulez, que on peut penser qu'à ça par rapport à des questions vraiment stratégiques. Mais au-delà de cela, c'est de se dire, le pognon, à un moment donné, toute la génération précédente a fait son patrimoine sur l'immobilier. Est-ce que la génération suivante qui recevra ses héritages va vouloir faire comme papa, maman ou grands-parents, grand-maman? En règle générale, il y a ce côté rébellion et ce côté de dire je veux faire différemment. Et c'est là où je vois en fait une lame de fond, si vous voulez, qui est de dire on va investir en bourse. On va avoir des stimulus des gouvernements pour aller chercher plus de croissance, créer de l'inflation et donc l'obligation de devoir investir pour conserver pour éviter de se faire annihiler en tant que rentier, si vous voulez, et pour conserver, et il va falloir acheter toujours plus d'actions. Donc, il y a le côté court terme qui est de dire, je pense pas qu'il y aura une inflation qui sera créée par Trump, si vous voulez, c'est plutôt de la désinflation, et donc il faut plutôt croire ralentissement des inflations, puis cap de super-héros, baisse des impôts, stimulus, baisse des taux, parce qu'on mettra qui on voudra après Powell, qui fera exactement ce qu'on voudra, ce qui pour moi posera un problème d'indépendance de la Fed et de confiance du marché peut-être vis-à-vis de la Fed, mais bon, on verra plus tard. Tous les gouvernements qui font ça, si vous voulez, et on relance à ce moment-là une inflation beaucoup plus linéaire, beaucoup plus durable, et donc on relance des valeurs qualité qui seront plus des valeurs industrielles value que des valeurs technologiques. Alors attention, vous avez dans les valeurs de croissance technologique des valeurs qu'on peut considérer comme value. De la même manière que vous avez dans des valeurs manufacturières des valeurs que l'on peut considérer comme technologiques. Okay, donc il faut éviter de tout mélanger en fait, et en fait il faut tout mélanger. Parce que je vois beaucoup de gens en fait qui font des grosses séparations, mais en fait il faut pas. Il faut pas parce que ça c'est votre sous-performance. Ne faites pas de séparation. Dans le manuf, il y a de la tech, il y a de la croissance. Dans la tech et la croissance, il y a de la value. Il y a des actions qu'on va payer vraiment pas cher et qui sont intéressantes. Donc, c'est une question. 2016 d'ailleurs, hein, 2016-2017, on pouvait considérer qu'il y avait beaucoup de valeurs technologiques de croissance, mais qui étaient à des niveaux de value. Et si le marché, le Nasdaq, se prend 10% dans la tronche de plus, on pourra considérer qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont value, technologiques. Donc voilà, prenez ça en compte. Donc au niveau de nos taux, on est en train un petit peu de s'affaisser. Pour moi, ça ne change pas trop le schmilblick. Ce qui changera un petit peu le schmilblick, c'est si on vient passer au-dessus des 96-97. Ça voudrait dire que les taux longs baissent dans l'idée que on a du ralentissement économique. Mais on peut le voir d'un bon côté comme on a décidé de le voir hier en tant que, ok, ben, la Fed sera obligée de baisser les taux, youpi olé. Mais moi, je partirais du principe qu'on commencera à le voir mal et qu'on commencera surtout à regarder le consommateur et la croissance des bénéfices en se disant, oula, attention, je dois revaloriser parce que j'ai un vrai risque sur ma croissance. Et la Fed, la baisse des taux, ne sera pas suffisante ou sera en retard. Je pense que le marché jouera ce prétexte à un moment donné. Voilà, l'inflation, la stagflation, pour moi, le marché ne la joue absolument pas.
il la joue si oui, on commence à repéter les 92 et on revient travailler un petit peu la zone des 92-91. Là, on se dira que oui, il joue une inflation qui est sticky et à ce moment-là, peut-être un petit peu plus une stagflation. Mais pour l'instant, c'est pas l'idée que ça me donne. Au niveau des matières premières, si je vais regarder du cuivre, on joue la relance en Asie et en Chine notamment. Alors on aura certainement une consolidation, ce genre de truc-là, etc. Mais toujours est-il, pour moi, on joue là où il y a de l'inflation, c'est l'inflation des matières premières. Donc on joue quand même le retour du manuf. Et ensuite, il faut bien suivre l'euro-dollar, puisque je pense qu'on va jouer les vases communicants, c'est-à-dire si le dollar se renforce un petit peu pour consolider l'euro vers la zone des 1,7-1,6, ça permettra aux US de continuer leur rebond et de faire un petit peu de surperformance par rapport à l'Europe qui soufflera un petit peu. Mais je pars du principe que la tendance de fond qui est en train de se construire, c'est une tendance de surperformance de l'euro et de surperformance donc du carry trade, c'est-à-dire de la rotation. Parce que de la même manière que je vous ai dit qu'il ne faut pas sous-estimer des gérants qui sont poussés à acheter du Nvidia alors qu'ils sont value, euh, eh ben, il ne faut pas sous-estimer que actuellement les gérants sont en retard sur l'Europe et donc ont ce FOMO-là pour aller investir sur l'Europe pour essayer de jamais être trop loin de la performance de l'indice quand même. Parce que surtout aujourd'hui avec les ETF et compagnie, on a bien compris que tout le monde tient à son emploi. Donc voilà, ne jamais sous-estimer le côté FOMO que peuvent avoir les gérants, de devoir à un moment donné acheter un truc même si c'est cher, parce que ils ont la pression de la clientèle, ils ont la pression de leur boss de faire de la performance et d'aller chercher à se rapprocher du marché. C'est là aussi un avantage que le particulier a, c'est que voilà, on n'est pas obligé de faire du FOMO, on peut attendre les niveaux qui nous intéressent. Donc voilà, ça c'est sur l'euro-dollar. Et puis si je vais regarder le pétrole me dit absolument rien. Il me dit neutre. Alors évidemment, certains diront là, ok, c'est pas très bon pour la croissance, mais moi en fait c'est plutôt si on pète les 65 dollars où je me dis le marché joue réellement un vrai ralentissement. Là, le scénario positif, il est alors Trump, on sait très bien, veut le pétrole pas cher et compagnie. Mais est-ce qu'il va pouvoir le continuer? Pour l'instant, je veux dire, il a du dollar qui s'est affaibli. Euh, l'armement américain également qui s'est énormément affaibli par rapport à ça. Bref, à un moment donné aussi, Trump, tout ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas le tenir très longtemps quand même. Euh, il n'est pas seul contre tous et à l'intérieur même de son pays, ça va commencer à grincer des dents. Donc, c'est ce que j'attends. Donc, je ne tuerai pas le pétrole, je ne tuerai pas la croissance économique des US trop vite non plus. Du ralentissement qui peut être appuyé, oui, parce que peut-être qu'il a envie de jouer le héros, mais à un moment donné, il va retourner la veste. Il devra. Donc, on s'en reparlera. Au niveau hors argent, je ne vous fais pas la photo, mais on peut regarder Platine, comme d'habitude, dernier élève, qui est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il faut confirmer. Et ça aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si je vais regarder le CAC 40, au niveau de notre CAC 40, on consolide. Il n'y a rien de bien méchant. Si je nettoie un petit peu les explications que j'avais faites dans l'académie et au préalable, c'est l'idée qu'on est en train de construire le bas de la figure ici. On verra si on revient tester. Pour l'instant, vous voyez que on teste un petit peu où est notre médiane. Je dirais qu'elle est là, dans cette zone des 8030, 8050. Voilà, donc soit on arrive à revenir ici, mais ça veut dire que le luxe va mieux, et le luxe c'est quand même une sale tête, mis à part Hermès. Euh, Soit, voilà, à un moment donné, on va devoir un petit peu travailler une figure plus large. Ce qui reste un petit peu mon scénario, mais tout en travaillant une figure plus large, rester dans des tendances fortement haussières, pour moi, dans des figures et prédominantes haussières. Le DAX, même chose, il faut consolider un petit peu. J'avais dit sur l'armement que, voilà, à un moment donné, si vous voulez, à partir du moment où on va signer un petit peu tout ce qu'on doit signer, tout ce qui devait être anticipé a été anticipé et on vendra un petit peu la nouvelle. On prendra du souffle. Donc on prend un petit peu du souffle, oui, puisque le stimulus est signé et compagnie sur le DAX. Là aussi, comme le CAC, ma question c'est de dire, ok, voilà, je pense plutôt sur une phase de zigzag où je me dis, je sais pas si ça c'est bon, je peux peut-être le tracer comme ça. Bref, je me dis qu'à un moment donné, on ira chercher un petit peu plus bas pour tracer des figures de congestion. Le Nasdaq, lui, par contre, il a une tête un peu plus dégueulasse.
il est tente, tant bien que mal, de rebondir, OK. On a très rapidement des résistances au-dessus de la tête, donc on continue d'être dans cette phase d'hésitation. De 2 choses l'une, soit on va chercher la zone des 18 008-18 009, qui est la zone que je veux payer, si on y va. Soit on va chercher un petit rebond supplémentaire avant d'y aller. Mais voilà, je pars du principe que je pense qu'on peut avoir droit à une seconde jambe, si vous voulez. Parce que regardez toutes les précédentes attaques baissières, voilà, vous aviez des rebonds qui bloquent, mais vous avez la seconde jambe qui part derrière. OK? Et on était dans une tendance haussière. Or, aujourd'hui, on est revenu dans une tendance neutre. Donc voilà, je pense que ça peut être beaucoup plus chaotique que ce que l'on croit que, des reprises en V. Donc, bah, je me précipite pas, j'ai pas envie de m'emballer, je me précipite pas trop et j'essaye de jouer un petit peu au jour le jour. Au niveau de notre S&P, voilà, on est revenu travailler peu ou prou la moyenne mobile, 200. Je pense pas qu'on peut, vraiment, pousser beaucoup plus haut que la zone des 5008 à ce stade-là. On bloque un petit peu. Là aussi, vous voyez, ma Bollinger Basse, elle est pile poil sur l'oblique que j'ai en scénario depuis un petit moment, où j'aimerais bien qu'on vienne la tester. Là, je paye. Là, je paye parce que je partirai du principe que ça prendra peut-être un peu de temps, mais qu'on construira peut-être une figure intermédiaire pour essayer peut-être de relancer si Trump le décide. Mais ça nous pousse un petit peu plus loin. En tout cas, voilà, j'ai besoin d'avoir la congestion qui se crée. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment de congestion pour faire du swing, ok? Pour faire du rebond technique, court terme et compagnie, on peut jouer. Mais pour faire des choses un peu plus swing, un peu plus durables, on n'y est pas encore. Donc, il faut encore que ça se décide et on est encore en mode observation, séance après séance. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. On se retrouvera demain pour la vidéo sur les opportunités, sur les actions que je trouve intéressantes à regarder. Comme d'habitude, j'espère que c'est le plus clair possible, que ça vous permet d'avancer et d'avoir une vision la plus claire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. S'il faut que pousser peut-être sur un sujet en particulier, voilà, j'essaye d'imbriquer les choses au fur et à mesure pour que ça soit digérable. Excellent week-end à vous les graves par avance. À demain pour la vidéo sur les actions et rendez-vous dans les commentaires comme d'habitude. Même un coucou, ça fait toujours plaisir. Salut.